Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre numéro 52 sur la RTB. 22 mars 2021, 2 élèves de 16 et 17 ans de la classe de 5e sont déférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour détention et usage de stupéfiants. Un fait qui vient rappeler que la drogue en milieu scolaire est bel et bien une réalité. Un phénomène qui prend de l'ampleur avec des proportions inquiétantes sur un échantillon de 26 établissements. 1% des élèves ont consommé de la drogue en 2011 contre 6% en 2019. Plusieurs facteurs seraient en cause. Comment alors les détecter? Comment mettre fin à ce désastre? Comment venir en aide à ceux qui se retrouvent empêtrés dans ce phénomène? Et que dit la loi? Nous parlerons de toutes ces questions et de bien d'autres. Mais avant cela, état des lieux de la consommation en milieu scolaire avec Maïmouna Traoré. C'est dans ce 26 minutes intitulé « Drogue à l'école, l'alerte rouge ». Bon, dans beaucoup d'écoles, en tout cas, ouais, la plupart des élèves fument la drogue de niveau là. Franchement, dans chaque école, il y a quelqu'un qui vend. Il y a un élève. Même souvent, même, il y a des professeurs même qui gagnent leur pain dedans. Je connais, mais je ne vais pas dire le nom. Comme ça, c'est un jeune professeur. On peut s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir. On peut s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir. La drogue a pris ses quartiers dans les écoles du Burkina Faso. L'alcool, le tabac, les solvants, le tramadol, le cannabis et les drogues dures comme la cocaïne et l'héroïne sont de plus en plus consommées par des élèves, souvent au sein des écoles. Dans la cour, nous arrivons à appréhender certains élèves. Ça, nous avons pris ça entre les mains des enfants et ça a été confirmé que c'est de la drogue qu'ils enfilaient pour fumer. Nous l'avons pris aussi en possession de cette bouteille. C'est une bouteille d'alcool, c'est du gin qui est à 42% d'alcool. Et lorsque l'agent de la vie scolaire a essayé de saisir ça, eh bien, il a brandi ça, il avait ça entre les mains. Il y a le phénomène aussi de chicha qui est rentré dans nos établissements. Et ça, ce sont des appareils de chicha que la vie scolaire m'a présenté. Et tout ça, c'est ce matériel. Et lorsqu'ils se mettent en situation de consommation, ils ont assez souvent de l'alcool. Ça fait du quoi? Ça fait du 12,5%. Bon, ça, ce sont des bouteilles d'alcool. Ils se réfugient derrière les classes, les salles vides où il n'y a pas cours. Et avec ces appareils de musique, ils se mettent vraiment dans un second état et ce n'est pas du tout simple. Nous avons pris cet appareil avec une fille de 12 ans. Nous avons été alertés par ses camarades de classe par le fait que cette fille-là, chaque récréation dépassait au moins 10 000 francs. Donc, lorsque l'enfant a été interpellé, on s'est rendu compte que l'enfant vit avec sa grand-mère qui est commerçante. Et l'enfant savait où sa grand-mère mettait l'argent de son commerce et elle partait soutirer. Et elle fumait la chicha avec ses camarades. Cette année, nous sommes au moins à une dizaine d'enfants quand même qui étaient en possession de ces stupéfiants-là. Et l'année passée, il y avait au moins 7 aussi qui ont été pris. Cet élève a commencé à fumer la drogue en classe de 5e, celui-là en 3e. Quant à cet autre élève, il a roulé son premier joint juste après l'obtention du brevet d'études du premier cycle. Ce jeune déscolarisé a goûté très tôt aux stupéfiants. Pour lui, la première bouffée remonte à l'école primaire. Je faisais entre le CE1 et le CE2.
que j'ai commencé à faire ça. Donc un jour, quand je viens de quitter de l'école, j'ai rentré, quelque chose m'a dit de rentrer dans le truc là, dans le magasin. Donc le cousin aussi, s'il vient, lui laisse le tabac là-bas. Donc j'ai rentré, j'ai fouillé dans le bagage seulement. J'ai vu un sachet qui était posé, qui était entaché. Donc quand j'ai ouvert, c'était le cannabis qui était là-bas. Donc à ce temps maintenant, moi j'ai fumé la cigarette, le craven A. Donc j'ai pris mes cigarettes, j'ai tourné derrière de ma cour. On élevait des chèvres là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé à fumer, moi sur même là-bas. Quand vous êtes ensemble, tout le monde fume là. Bon, toi tu sais pas ce que ça donne. Donc c'est un jour que j'ai essayé de voir, bon, quand je vais fumer, ce que ça va donner quoi. Oui. Donc c'est en ce moment que bon, chaque fois qu'on est ensemble, je prends, ouais, je goûte, bon. Depuis la sixième, on suivait nos aînés. Bon, nos aînés prenaient le papier, ils plient et puis ils commencent à faire des grimaces avec pour nous attirer quoi. Donc nous aussi on voyait que c'était des vrais. On a essayé de les imiter pour voir ce que ça donne. Donc quand on est rentré dedans, nous aussi on a vu qu'il y avait pour nous dedans. Donc on a essayé de faire avec. Après les 10 heures, il y avait encore en tout cas. On le suivait. Il a dit, bon, c'est lui fini, si ça reste un peu, nous donne, essaie de prendre quelques taffes. Et puis bon, c'est petit à petit dans ça maintenant. Nous, on paie pour fumer. Juste ça changeait, quoi. Et puis bon, les gens te respectent, on dit que bon, t'es pas un petit en tout cas, t'es pas classé parmi les petits. J'ai dit, nos jours, si tu fumes pas là, les gens disent que non, toi, tu connais rien dans la vie. Il va pleurer. Il m'a dit qu'il y en a quelque chose. C'était après ça. Tu vas oublier tout. On commençait. Il y avait un peu de cigarette. Il y avait chicha. Tramadol, c'est une fois. Le temple du savoir est en passe de devenir un antre de drogue et les chiffres font froid dans le dos. 2 tiers des établissements secondaires de la ville de Fada sont touchés par le phénomène, selon le commissaire de police Towendenda Jean-Guy Ilboudo, chef du service régional de la police judiciaire de Fada-Ngourma. Information donnée au cours de cette conférence de presse le 11 mars 2021. Une étude réalisée en 2019 dans 11 établissements publics et 15 écoles privées à Ouagadougou révèle que sur 2079 élèves, 127 ont consommé de la drogue, soit une prévalence de 6,11%. En 2020, une dizaine d'élèves ont été renvoyés pour usage de drogue dans des écoles à Ouagadougou. On se rappelle le cas de ces 2 élèves de la classe de 5e déférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour détention et usage de stupéfiants le 22 mars 2021. Nous constatons qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune école, surtout au niveau du secondaire, il n'y a aucune école qui échappe aujourd'hui au phénomène de la consommation de drogue. Il y a des écoles même qui sont devenues des sites de vente de drogue. Autrefois considéré comme une affaire d'enfants de riches, le phénomène s'est généralisé. Aujourd'hui, la drogue touche des élèves issus de tous les milieux sociaux. Nous nous rendons compte que ces enfants-là sont en situation difficile dans leur famille. Le papa et la maman ne vivent plus ensemble. C'est un orphelin complet des 2 parents ou c'est un orphelin qui se retrouve avec un oncle. Dans le milieu aussi, nous voyons des enfants qu'on pourrait appeler des fils à papa. Ça aussi, ça existe, avec de grosses motos et qui ont tout à leur possession. Les parents me donnent 5 000 francs par semaine, donc c'est dans ça que je me débrouille. Voilà, pour acheter ma drogue. De l'avis des spécialistes, les facteurs favorisant l'usage et l'abus des drogues sont multiples et leur importance varie selon les individus, les groupes et les lieux de vie
ou de consommation. Chacun y va selon ses motivations. Entre autres, nous pouvons dire l'ignorance qui vient très souvent en tête des causes de la consommation de la drogue. Il y a également côté identification aux stars et aux vedettes qui consomment la drogue. Il y a les mauvaises compagnies. Il y a la curiosité. Alors que la curiosité dans la drogue est suicidaire, très suicidaire. Et à cela s'ajoutent les problèmes au sein des familles. Papa et maman se querellent à longueur de nuit. L'éducation, aujourd'hui, c'est véritablement un cri de cœur. Les enfants sont éduqués à grande majorité par les médias, et on connaît les programmes également des médias, par la rue, par les pères. On court pour aller chercher l'argent. Mais on gagne l'argent, on se retourne derrière la personne avec qui il faut dépenser cet argent. Il faut mettre en phare aujourd'hui le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, terrorisme rime avec trafic, vente et consommation de drogue. Pourquoi? Parce que les terroristes se servent de la drogue pour la vendre et évidemment acheter les armes et tout ce dont ils ont besoin pour commettre leurs basses besoins. Les terroristes consomment beaucoup de drogue et donc eux-mêmes ils se chargent de ventiler ça au sein de la jeunesse. Il y a 10 ans, le Burkina était un pays de transit, mais aujourd'hui c'est devenu un pays de consommation. Sinon même on cultive la marijuana. Quand vous prenez des zones comme Pau, Léo, en tout cas toutes les zones de notre pays qui est un peu fertile, elle est cultivée. Même à Ouagadougou, il y a des gens qui font un jardin de ça. Donc aujourd'hui, ça ne peut pas ne pas exploser la consommation. Tout commence banalement, un joint par curiosité ou pour se détendre ou encore pour faire face à une situation difficile. Puis 2, puis 3 et au fil du temps, avec l'usage répété de la drogue, l'enfant tombe dans le piège. Il finit par en être dépendant et le plaisir se transforme en contrainte. Au début, en tout cas, tu te crois, le king, quoi. Voilà, mais bon, après, bon, toi-même, tu vas essayer d'arrêter, mais bon, tu peux pas. Franchement, ce que je peux dire pour mes amis, voilà, la drogue, c'est pas bon. On voulait conseiller même pas de fumer ça. Puisque à l'heure actuelle, là même, nous-mêmes, on s'y cherche. En tout cas, j'ai fait un effort pour pouvoir laisser. Je sais que c'est pas bien, mais bon, souvent quand la vie là vient, j'ai envie de prendre ça pour avoir la tête froide, quoi. Voilà, pour être à l'aise. Puis c'est comme les désirs, quoi. C'est comme les désirs. Puis ça a pris un niveau là où vraiment pour sortir dans ça carrément là, c'est très difficile. À écouter ces usagers de stupéfiants, tout se passe sous les yeux des parents, mais ceux-ci ne s'aperçoivent de rien. Une fois quitté le corps, je crois rejoindre mes amis qui sont dans les différents établissements. Je crois, et puis on part au grain. Voilà, on a des endroits là où on peut fumer tranquillement. Voilà. Nous, on ne s'expose pas dehors. Nous, on rentre dans notre ghetto. On fume tranquille. On boit. Bon, la musique, il y a l'ambiance. Bon, si on est trop... s'il y a trop de doses, on dort. Maintenant, quand on ne le fait pas maintenant, on se réveille et puis on rentre chez nous. Si je prends ça, je vais tout compter avec les parents. Pour ne pas avoir des soupçons en tout cas. Autant de stratagèmes pour tromper la vigilance des parents. Ceux-ci se rendent compte bien souvent trop tard lorsque l'enfant devient dépendant.
Bilan suka raya tira da som ya kan wani ka sin école totogara. Sabu kin sa zinga to apa base de azabata ne professeur nan bayare. Bon. Man vuri awai ne. Ndira yi wusugo. Han dira ni dana. Tamen sun sana. Azaba yare na min wata to yayi kana azaba ne. Puisque ma famille est en Tiri. Je comment ça? Nam pourquoi de bilfo? Ngeta han to den so de zinsle ni sa. Han kien de zaka sle ni sa. Nam sin gili ngi sa fa. Ali ban ta sa wusu fa. Ali kidale na ba han to den zinsle ni sa yuda man bang zinkanga fa. Pourquoi ban bang fa? Généralement, les parents disent que c'est souvent que c'est les génies, puisqu'ils ne savent pas qu'ils savent pas. Ils ne savent pas que leurs enfants consomment des stupéfiants. Et pourtant, il y a des signes qui doivent alerter. Un enfant qui était poli, qui respectait tout le monde, tout de suite, subitement, qui devient irrespectueux, impoli, agité, bagarreur. Un changement brusque de comportement. Ça pose problème. Un enfant qui était hyperactif, qui subitement devient amorphe, inactif. Il faut se poser un certain nombre de questions. Ou prenons un enfant qui néglige son hygiène corporelle, qui ne se lave plus, mais qui se parfume, paradoxalement. Ou dans sa chambre, c'est devenu un dépotoir, une poubelle. Mais il y a des désodorisants qu'il met dans sa chambre. Des désodorisants, pourquoi? Pour cacher quoi? Odeur de quoi? Ça, il faut se poser des questions. D'éventuelle consommation de drogue. Ou la baisse notoire des notes à l'école. Voilà. Il avait 15, 16 de moyenne. Subitement, il vient avec 5 de moyenne ou 6 de moyenne. Ça pose problème. Ou l'absentéisme notoire à l'école. On vous interpelle à plusieurs reprises que votre enfant ne vient pas à l'école. Il part où? Ou un enfant qui subitement qui mangeait juste un plat le soir et subitement il peut manger 2 plats, 3 plats. Ça pose la boulimie, ça pose problème. Ou un enfant qui mangeait un plat normalement et subitement il peut même pas finir la moitié de ce plat. Ou la disparition des objets de valeur dans la maison. Ou la demande excessive de l'argent, besoin récurrent de l'argent, ou le changement subit d'amis. Ces compagnons-là, ils les changent de façon subite. Et quand ces nouveaux amis viennent même, ils ne rentrent pas dans la maison, ils restent dehors, ils le bipent et puis ils sortent. Vous ne les connaissez même pas. Ça pose problème. Et souvent, très souvent, ce qu'on remarque, ils ont des sorties intempestives, il sort, il fait juste 2 minutes ou 3 minutes, il revient. Il reste pendant 1 heure de temps. Après, il sort, il fait 1 minute, il revient. Bon, apparemment, il n'y a pas de problème. Votre enfant peut être même un dealer de drogue. Il sort peut-être pour aller livrer et puis revenir. La défiance de l'autorité parentale. Dégradation des résultats scolaires, perte d'appétit, amaigrissement, baisse de la vigilance et des réflexes, perte de mémoire, nervosité, dépression. L'addiction aux substances psychoactives perturbe physiquement et psychologiquement le consommateur et l'incidence est encore plus dramatique sur les plus jeunes. J'avais un ami, non, lui il a trop fumé, il est parti, il s'est pendu. Je connais des éléments dans notre zone qui sont devenus fous. 4 éléments, en fait. La consommation de la drogue a aussi pour corollaire la violence et la débauche. Pour la drogue, mais tu fumes ça, tout ton corps là c'est chaud, il te parle beaucoup de choses. Faut aller tuer quelqu'un, faut aller faire ça, c'est pas bon. J'ai pris ça. Je me fais mal même. Si je fume, je bois,
J'ai fait bagarre beaucoup. Je vais casser bouteilles, blessées. Il y a des filles qui sont dedans. C'est des élèves qui veulent vivre la vie américaine, quoi. On les considère comme nos go, mais voilà, nos meufs. Si tu as envie d'elle seulement, tu passes avec elle au lit. C'est sous l'effet de la drogue que ça donne à toi. Très souvent, on se protège, mais il y a eu des cas où on ne s'est pas protégé. Et ce n'est pas tout. L'usage des stupéfiants est devenu l'une des premières causes des échecs scolaires. Aujourd'hui, je regrette franchement. Quand je vois mes amis avec qui j'ai commencé depuis la 6e, actuellement, ils sont loin. Je regrette. Parce que j'avais le temps de les suivre. Mais j'ai pris mon temps pour faire autre chose. Suivre la mauvaise compagnie, à faire de mauvaises choses. Maintenant, je regrette. Ouais, je suis en retard. J'ai redoublé 3 fois. J'ai arrêté en classe de 3e, mais ça a fait des annulations, comme je l'ai dit. Parce qu'on m'a envoyé dans un internat. Donc, quand mes amis qui fument, qu'on fume ensemble, ne sont pas à côté de moi. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté les études pour venir les retrouver, pour qu'on passe le temps ensemble. Mais ça même, je regrette à l'heure de laisser le cours pour les venir, pour faire ce genre de bêtises-là. Une situation qui plonge les parents dans l'amertume et le cauchemar, le regard de la société et le sentiment d'avoir échoué dans l'éducation de l'enfant pèsent lourd sur la conscience du géniteur. Faut-il se taire ou dénoncer son propre enfant? Si certains souffrent dans le silence, ce père de famille a opté pour une solution radicale. Erreur selon les spécialistes et les acteurs de la lutte pour qui la répression a montré ses limites. Les parents doivent même être indulgents avec des questions de drogue. Parce que quand l'enfant prend, souvent les parents commencent à être agressifs même avant l'enfant. Quand ils apprennent que l'enfant... Non, tu as appris que ton enfant prend la drogue. Il faut parler avec lui doucement. Quand vous prenez quelqu'un avec un joint et vous le déférez immédiatement pour consommation de drogue, vous n'allez pas résoudre son problème. En prison, il n'y a pas de dispositif pour l'aider à sortir de son état de dépendance. Pour nous, c'est inadmissible qu'au Burkina Faso, un usager continue d'avoir les mêmes peines qu'un narcotrafiquant. La loi 017-99 AN portant code des drogues au Burkina Faso punit la production, la fabrication, le commerce, la distribution, le transport, l'offre, la cession, l'acquisition, l'emploi, l'importation, l'exportation, le transit sur le territoire national et l'usage sans prescription médicale des drogues. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a également entrepris en 2019 l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence en milieu scolaire. Cette stratégie, qui couvre le primaire, le post-primaire et le secondaire, s'étale sur la période 2020-2024. Ses principaux axes d'intervention sont la sensibilisation, la réinsertion des élèves toxicomanes et la répression. Le Comité national de lutte contre la drogue veille également au grain à travers des activités de sensibilisation. Depuis 2007, l'artiste musicien Oskimo interpelle, sensibilise à travers sa caravane dénommée Oskimo Tour. Malgré tout, sur le terrain, le constat est amer. Ça fait 14 ans
On parle, parfois on a l'impression qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Parce que vu ce que nous voulons faire et puis on n'arrive pas parfois, ça fait mal au cœur. Il faut qu'au sommet de l'État, il y ait une volonté politique de dresser cette problématique. Il faut aussi revoir l'ancrage même du comité national de lutte contre la drogue. Donc pour nous, il faudrait restructurer ce comité, le mettre sous la tutelle peut-être du chef de l'État, qui, à l'image du Conseil national de lutte contre le sida, aura vraiment un regard sur la politique nationale que l'on va mettre en place. Et il faut impérativement au pays que ce pays se dote réellement d'un référentiel national. Et nous pensons qu'AREF, plus que l'expérience de la lutte contre le VIH, qui est une réussite, qui est un modèle dans la sous-région, peut être mis aussi à profit dans la lutte contre la drogue. Nous déplorons justement l'inexistence de ce référentiel-là. Et depuis 2019 que nous sommes à la tête de ce service, c'est notre combat. Nous en avons fait un cheval de bataille. Mais bon, il y a des situations qui expliquent ça aussi un peu, parce qu'il fallait quand même attendre l'adoption de la politique nationale de sécurité et attendre l'adoption donc de la politique sectorielle au niveau des différents ministères, notamment au niveau du ministère de la Sécurité, pour pouvoir asseoir quelque chose qui puisse servir pour toujours. Sinon, nos prédécesseurs l'ont tenté, mais ça n'a pas été facile. En attendant, les différentes drogues circulent, séduisent chaque jour de nouvelles victimes, tuent et font des dégâts. Maïmouna Traoré, que nous retrouvons juste après ce document drogue à l'école, l'alerte rouge. Maï, bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, vous étiez sur le terrain, on vient de voir le document. Ouais. C'est assez inquiétant ce que nous avons vu. Vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous avez ressenti au contact de ces enfants? Il faut le dire, j'étais vraiment déçue par ce que j'ai entendu. Et comme vous l'avez dit, j'étais sur le terrain en tant que journaliste, mais entre-temps, je me suis sentie dans la peau d'une maman. Et il faut le dire, quand on m'a confié le sujet, je me suis dit, mais il y a combien d'enfants qui prennent la drogue au Burkina pour que je puisse les trouver et où les trouver? Et une fois que vous étiez sur le terrain, vous vous êtes rendu compte que c'est un phénomène quand même qui prend de l'ampleur. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Ce n'est pas un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Et quand je partais sur le terrain, je me suis dit, c'est peut-être 5-6 personnes, 6 enfants consommateurs de drogue que je vais trouver. Mais je me suis retrouvée dans une ville avec au moins 15 élèves qui voulaient témoigner. Et ils disent, nous voulons témoigner pour que les choses changent. Parce que nous sommes dedans et nous regrettons. Et finalement, on se rend compte que ce sont des substances qui sont facilement accessibles. Facilement accessibles. Il y a un qui m'a dit, partout dans cette ville, je ne dirai pas le nom, on vend la drogue partout, dans tous les quartiers, on trouve la drogue. Et c'est surtout le cannabis. Il faut le dire, les élèves, en majorité, consomment le cannabis. J'ai dit, mais ça fait plus de 3 jours que je suis ici, mais je n'ai pas vu quelqu'un en train de vendre la drogue. Il me dit, mais Tanti, vous n'êtes pas dans le réseau. Ah, parce que quand on est dans le réseau, on se reconnaît. Dans le réseau, ils disent, ils se connaissent. Que si j'étais dans le réseau, n'importe quel enfant que je vais croiser, en tout cas sur 5 enfants, je vais trouver au moins un qui peut me dire où trouver de la drogue. Donc j'étais vraiment déçue et je me suis dit, mais comment je vais faire avec mes enfants?
Parce que l'enfant, vous l'avez vu... Parce que finalement, on se demande en tant que parent, comment est-ce qu'il faut, à la limite, éduquer l'enfant pour qu'il puisse échapper à toutes ces choses? Puisqu'on me dit, dans chaque école, il y a quelqu'un qui vend. Il y en a un même qui disait dans son témoignage que parfois ils avaient accès à la drogue à travers un des professeurs. Un des professeurs, il a dit, un jeune professeur qui vend la drogue. Et il lui dit, quand tu vends pour 10 000, non seulement tu as 2 000 francs, et on te donne un peu, et puis toi aussi tu prends, et puis ta journée est gagnée. En tant que dealer. Oui. Donc c'est vraiment décevant, j'étais déçue. Et en même temps, heureuse de savoir que le document qu'on va tourner, le reportage que je vais faire, pourra aider à changer quelque chose parce que les enfants étaient prêts à témoigner pour changer les choses. D'accord. Ouais. Alors, on l'a vu, on a été obligé de flouter les voix ainsi que les visages parce que c'est un phénomène qui n'est pas totalement accepté dans la société. Les consommateurs se sentent stigmatisés alors qu'en réalité, ce sont des victimes qui ont besoin d'aide. Oui, stigmatisés, oui. Parce qu'eux, ils ne veulent pas qu'on dise drogué. Ils n'aiment pas le mot drogué, ils veulent peut-être à la limite consommateurs de drogue. Parce que tous ces enfants que j'ai rencontrés regrettent d'avoir franchi le pas. Ils sont vraiment déçus. Malheureusement, les images sont floutées, mais c'est la déception qui se lit sur le visage. Donc, certains ont été entraînés juste par effet de mode pour faire comme les autres. Et puis voilà, ils se retrouvent dans un cercle. Selon ce que moi j'ai entendu, l'un des facteurs, des premiers facteurs de consommation, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Et même ceux qui luttent pour quitter dans cette situation, ils n'y arrivent pas. Parce que, bon, on le dit vulgairement, amourer, on le dit amourer, viens prendre un joint, facilement. Voilà. Et il rechute. Et puis il dit, bon, en fait, moi, je suis en train de vouloir quitter. Il dit, Mansour, qu'il faut tirer la drogue. Pardon, est-ce que tu peux quitter dans la drogue? Non, pas d'encouragement, ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas encouragés. Et il faut le dire, même les parents, et il y a un sérieux problème qu'il faut soulever, les parents d'enfants consommateurs de drogue, tout comme les enfants eux-mêmes, ils sont dans des difficultés parce qu'ils se sont lancés dans la consommation. Ils regrettent, mais ils ne savent pas vers où aller. Quand tu as le palu, tu cours rapidement, tu vas à l'hôpital. Mais dans cette situation, tu vas où? Non seulement tu ne peux pas te confier à ton papa, ni à ta maman, et tu ne sais pas vers qui aller. Est-ce que par ici, ce n'est pas un peu les limites de la législation? Il n'y a pas des cadres qui sont prévus et connus par les populations pour se tourner vers ces cadres-là dès qu'il y a un problème, savoir que voilà, je peux aller vers tel centre de prise en charge pour les enfants? Oui, bon, comme vous aurez des spécialistes tout de suite, ils pourront vous situer. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai croisés, ils disent qu'ils ne savent pas où aller. Et il y a même un des parents d'élèves qui était obligé de faire appel au Kolwego pour venir prendre son enfant. Ça veut dire qu'il ne sait pas. Il ne sait vraiment. Un parent qui arrive à appeler un Kolwego pour venir corriger son enfant, le mettre sur la bonne voie, c'est vraiment... Il était vraiment déçu. C'est vrai que, de fait, certains parents vont directement vers la répression. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution? Parce qu'on voit que la loi est là depuis un bon bout de temps. Et la loi, en tout cas, prévoit des aspects répressifs. Mais malgré cette répression-là, le phénomène, au lieu de régresser, est toujours en train de monter. Effectivement, les consommateurs ont besoin plus d'aide, de soutien, pour qu'ils puissent quitter dans la situation. Comme je l'ai dit, ils regrettent. Il y a un enfant qui m'a dit, Tanti, je prends la drogue, on m'amène en psychiatrie. Est-ce que je suis fou? Et l'enfant a refusé carrément d'y aller. Parce qu'il ne se considère pas comme un fou, mais il se considère comme un malade qui a besoin d'être soigné. Mais s'il se dénonce, s'il n'a pas dit, bon, moi je consomme la drogue, mais il est sûr qu'il sera sanctionné. Donc, il se replie sur lui-même. Et il y a un même, ça a été dit, qui s'est pendu. Parce qu'il a vraiment, il ne sait pas. Il ne savait pas quoi faire. Donc pour lui, la solution, c'était de mettre fin à sa vie. Et puis tout est fini.
Alors, Maïmouna Traoré, il faut également dire que ce grand reportage n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de certains acteurs, de certains partenaires. Oui, il faut le dire parce que, comme on l'a dit, c'est un sujet vraiment tabou où Très les sensible. acteurs se cachent. Donc, où est-ce qu'un journaliste peut trouver un consommateur de drogue? Donc, quand on m'a confié le sujet, j'ai rapidement contacté Madame Nathalie Sawadgo qui avait déjà tourné le sujet, un sujet sur un autre aspect de la consommation de la drogue, qui m'a mise en contact avec des acteurs de la lutte, notamment l'ONG Rêve Plus à Bobo, qui nous a vraiment accompagnés pour qu'on puisse réaliser le reportage. Il y a également Oskimo qui nous a accompagnés. Voilà, l'artiste Oskimo qui est dans la lutte depuis 2007. Donc, je voulais vraiment les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour que le reportage puisse être réalisé. Vraiment, merci beaucoup à ces acteurs. Merci à Oskimo, merci à Zino de l'ONG Rêve+. D'accord. Merci bien, Maïmouna Traoré. 52 sur la RTB, nous sommes à la partie entretien et avec nous ce soir, Monsieur Boukari Traoré, commissaire principal de police du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue à ma gauche, et Monsieur Landry Ouedraogo, consultant international en prévention de l'abus des drogues, directeur général du cabinet Lumière. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Voilà, c'est à vous, Monsieur Ouedraogo, que je vais m'adresser pour la première question. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par les drogues? Alors, merci, Madame, pour la question. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, qui est l'instance onusienne chargée des questions de drogue, la drogue se définit comme étant toute substance d'origine naturelle ou synthétique qui, lorsqu'elle est introduite dans un organisme vivant, modifie une ou plusieurs de ses fonctions. Donc, pour cela, vous comprendrez aisément qu'il y a plusieurs typologies. Nous avons des drogues dites dépresseurs du système nerveux central en fonction des effets. Nous avons des drogues dites stimulants du système nerveux central et nous avons des drogues dites perturbateurs du système nerveux central. Et nous avons des hallucinogènes. Donc, c'est des grandes familles de drogues. Et quelles sont celles qui sont les plus prisées actuellement? Celles que les élèves prennent, dans quelle famille faut-il les classer? Beaucoup le cannabis. Le cannabis fait partie de la grande catégorie des perturbateurs du système nerveux central. Également les alcools. Les alcools qui sont en vogue actuellement. Les boissons très alcoolisées. Très alcoolisées, telles que les vodis, telles que les fax, les liqueurs, qui sont fortement consommés par les élèves. Malheureusement, on retrouve également une consommation de drogues telles que la cocaïne, telles que l'héroïne consommée par nos enfants à l'école. Alors, Monsieur Boukari Traoré, vous êtes commissaire de police. Alors, on aimerait bien comprendre pourquoi déjà ces substances-là sont aussi facilement accessibles aux enfants. Il faut dire qu'il y a certaines drogues, avant, c'était difficile d'en avoir. Par exemple, la cocaïne, l'héroïne. C'est très difficile et le transit était très surveillé. Mais actuellement, avec le terrorisme, on voit que la bande sahélo-saharienne, qui est un peu, on va dire, gérée par des narco-terroristes, parce qu'ils font également du trafic de drogue. Donc, il permet en fait la facilitation de ce trafic-là. D'accord. Alors, on a vu, un des intervenants le disait dans le reportage, dans le grand reportage. Avant, le Burkina était considéré comme un pays beaucoup plus de transit. Mais aujourd'hui, il estime que la drogue se cultive même de plus en plus au Burkina. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso ne vit pas en autarcie. Voilà, nous sommes dans un, on va dire, dans la mondialisation, qui fait que, eh bien, à travers surtout peut-être les médias et autres, notre jeunesse également regarde et copie. Ils voient un peu comment se montrer les modèles qui ne sont pas les bons. Et aussi, ils voient aussi la vie de certains trafiquants ou narcotrafiquants. Voilà, donc ils essaient également de
de copier. Et deuxième chose, c'est que aussi, bon, c'est parce que aussi il y a aussi le manque d'emploi, la pauvreté. Troisième chose, on va dire, proche de certains pays dont la lutte contre la drogue n'est pas aussi affichée, donc qui favorise peut-être avec la proximité ou le mouvement des populations, eh bien, comme ils l'ont essayé de l'autre côté et que ça marche, bon, ils se disent que peut-être qu'au pays également, bon, s'ils viennent, ils pourront aussi cultiver. Et malheureusement, il y en a eu. D'accord. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous qui êtes proche des élèves et des consommateurs, dites-nous pourquoi est-ce qu'il y a tant de prolifération de ces substances-là au niveau du milieu scolaire? Pourquoi est-ce que les élèves s'adonnent de plus en plus à la prise de ces stupéfiants? Les élèves sont considérés comme une proie facile pour les dealers. Parce qu'il faut savoir que si les élèves n'ont pas ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation, ils ne sauront pas les dangers liés à la consommation de la drogue. Et s'ils ne savent pas les dangers liés à la consommation de la drogue, c'est une des causes de la consommation de la drogue, l'ignorance. Donc, c'est ce qui fait que... C'est sans vouloir vous interrompre, c'est assez curieux parce que les élèves ne sont pas des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat assez élevé. Oui, mais malheureusement, les parents ont un pouvoir d'achat. Les élèves émanent des familles. Est-ce que ceux qui les prennent au sein du milieu scolaire sont forcément des élèves issus de milieux aisés? Il y a non seulement des élèves qui sont recrutés pour la vente, mais il y a également des dealers aussi qui développent des stratégies autour de l'environnement scolaire pour pouvoir écouler leurs produits. C'est cela. Alors, monsieur Traoré, il a parlé tout à l'heure du fait que les élèves étaient plus vulnérables. Et comment est-ce que cela peut s'expliquer? Est-ce qu'il faut comprendre ça par le fait que la prévention n'est pas de rigueur? Parce que tout à l'heure, il a parlé du fait qu'ils n'étaient pas conscients des effets néfastes de la prise de ces stupéfiants-là. Est-ce que c'est parce qu'au niveau de la prévention, il y a un bug, si je peux le dire ainsi? Il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent expliquer le fait que aujourd'hui l'école soit en proie à la consommation de la drogue. De plus en plus, on trouve des parents où les deux sont des travailleurs, donc ils quittent la maison le matin et qui reviennent le soir et qui laissent la charge de l'éducation des enfants, soit à l'école ou à d'autres personnes ou à la rue. Et donc, eh bien, ces personnes-là, ces enfants qui ont des difficultés, qui pourraient avoir des difficultés, eh bien, vont chercher peut-être des refuges. Et la plupart du temps, ces refuges, ce qui est plus facilement accessible, c'est quoi? C'est la drogue, parce qu'il y a déjà d'autres compagnies qui sont dedans et qui vont les y entraîner. Voilà, c'est ce qui peut expliquer un peu le phénomène actuellement. D'accord. Monsieur Ouedraogo, la responsabilité des parents, ce n'est pas le seul facteur favorisant la prise de la drogue? La responsabilité des parents, c'est vrai, ce n'est pas le seul facteur. Il faut se dire qu'en matière de drogue, les responsabilités sont partagées. Les enfants, oui, les enfants déconnent, les jeunes déconnent, mais quelle est la responsabilité? Que font nous, les adultes, pour les encadrer, pour les orienter, pour les protéger? C'est cela la question. Ils déconnent, mais ils n'ont pas de repères. Nous assistons à une crise d'identité. Ils n'ont même pas d'identité, ils ne savent pas qui ils sont. Et ils n'ont pas de repère. Qui est le repère? Et généralement, les élèves en venant à vous, qu'est-ce qu'ils évoquent comme raison, les ayant poussés à rentrer dans la consommation de ces... Très souvent, il y a l'ignorance, comme que je disais tantôt. Après l'ignorance, il y a la curiosité. Être jeune, c'est être curieux. La génération WhatsApp, Facebook, etc. Traoré, le fait de voir certaines choses à l'antenne. Le mimétisme, il y a la curiosité qui est là, tout est accessible. Et il y a les mauvaises compagnies. Et là, je mets juste un petit zoom. Mauvaise compagnie, tous les parents chantent mauvaise compagnie. Mais c'est qui la mauvaise compagnie? La mauvaise compagnie peut être même votre enfant. Il y a un enfant qui a dit ça devant son père. Je l'ai reçu au cabinet. L'enfant a dit que moi-même, je suis une mauvaise compagnie. Et le papa passait son temps à chanter, ce sont les mauvaises compagnies. L'enfant dit que lui, il est une mauvaise compagnie. Donc, vous voyez, il y a l'identification aux stars et aux vedettes. Il y a les problèmes au sein
de la famille. Et là également, il faut mettre un focus parce que très souvent, les parents, les querelles au sein de la famille, du couple. On se querelle à longueur de nuit, de 22h jusqu'à 4h du matin, et les enfants sont juste à côté. On les expose à la consommation de drogue. Pour peu que quelqu'un les propose, tenez cela, quelle que soit la bagarre, vous allez oublier. Voilà, ça a un problème. Et nous avons également la gestion. Et je fais un focus parce que nous sommes presque les vacances, hein, c'est proche, et nous avons les examens. La gestion des résultats des examens. Que ce soit la réussite, l'euphorie dans la réussite peut conduire à la consommation de la drogue, que ce soit l'échec, l'angoisse de l'échec, et les parents qui passent leur temps à chanter « tu as échoué, ça peut conduire l'enfant à la consommation de la drogue. Et il y a l'oisivité aussi, les vacances, on ne fait rien, on est là. Il faut occuper utilement les enfants par des activités saines. Donc voilà autant de causes, ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est autant de causes qui sont récurrentes. La famille revient, quand on creuse bien, on se rend compte que la famille y est pour quelque chose. Alors, lorsque vous êtes avec des parents et des enfants, lorsque un parent découvre comme ça que son enfant consomme de la drogue, est-ce que ipso facto, il est prêt à accepter cette réalité? Non, pas. Est-ce qu'il n'y a pas un déni de la réalité? Oui, très souvent, il y a un choc. Voilà, parce que mon enfant, c'est incroyable, c'est inadmissible, c'est inconcevable qu'il consomme la drogue. Il y a un choc. Et ce choc-là peut conduire à ce qu'on appelle des comportements qui ne sont pas de nature à aider la prise en charge. Parce que la prise en charge, il y a le rôle de la famille est très important dans la prise en charge. L'accompagnement de la famille est très important dans la prise en charge. Et très souvent, qu'est-ce que les parents veulent? Ils veulent une structure pour aller déposer l'enfant. On va le nettoyer, il devient propre et on le ramène à la maison. Ce qui n'existe pas. Je l'ai dit très souvent, ça n'existe pas. Cette solution n'existe pas, tout simplement. C'est un processus inclusif, une approche collaborative. Une approche qui se veut véritablement inclusive. Toute la famille doit s'impliquer dans la prise en charge. Donc, les familles, c'est un focus sur la première école de l'enfant, c'est la famille. C'est là où il apprend les bases. Si là-bas, ça faussé, c'est compliqué à l'école. D'accord. Alors, M. Traoré, que faire lorsqu'on se rend compte qu'on a un enfant ou un scolaire qui prend de la drogue? D'abord, déjà, il y a le fait de découvrir, parce que la plupart du temps, c'est la découverte tardive, en fait, de la consommation. Ça veut dire que les parents découvrent au moment où c'est, on va dire, un peu avancé. Oui. Voilà. On a vu certains intervenants le dire, souvent c'est 2 ans, 3 ans après que les parents se rendent compte. Parce que maintenant, sa consommation devient problématique. Oui. Voilà. Donc, depuis 2019, par exemple, au niveau du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue, il y a un service d'écoute. Un service d'écoute, en fait, qui permet aux personnes, à toute personne qui a connaissance ou qui a des problèmes de consommation de drogue, et bien de venir prendre attache avec ce service-là, qui va l'écouter et qui va l'orienter. L'orienter si c'est nécessaire, parce qu'il y a des moments, il faut simplement écouter. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, souvent, les enfants, c'est parce qu'ils n'ont pas quelqu'un à qui se référer qu'ils préfèrent sombrer. Ou bien, personne ne s'occupe de son problème. Ça veut dire qu'il a un problème, mais il ne sait pas à qui en parler. Papa, maman, chacun est occupé à autre chose. Donc, il va se référer à quelqu'un d'autre, ou bien il va se recroqueviller, et donc, il va consommer de la drogue parce que ça lui permet de s'évader de temps en temps. Souvent, il prend de mauvais conseils. Voilà. Et en ce moment, c'est un peu compliqué. Et je vais revenir sur un des exemples que mon collègue a dit. Voilà, c'est par rapport à la famille. Le rôle de la famille est très important. Et au-delà de la famille, il y a la communauté. Alors que déjà, la petite cellule sociale, c'est surtout la famille. Si c'est bon au niveau des familles, ça va se ressentir au niveau des communautés. Et le fait déjà, si on prend l'exemple des examens, par exemple, qui approchent,
peut-être lui, il est parti même au niveau des échecs qui peuvent avoir lieu. Mais souvent, il y a une pression même qui est mise sur l'enfant, avant même les examens, pour dire, tu dois réussir. Et donc, même avant d'en arriver à l'examen, ça veut dire que comme il doit se surpasser, eh bien, il va prendre des substances pour pouvoir découpler. C'est l'impression que ça lui donne. Mais c'est assez effrayant parce qu'on a vu un des consommateurs qui dit que souvent même, il en achetait avec son prof. Malheureusement, il y a des brebis galeuses partout. Donc, dans le monde éducatif également, ils ne sont pas exempts. Mais est-ce que finalement, vous avez le sentiment qu'il y a suffisamment de centres d'écoute et de prise en charge? Parce qu'il y a des parents qui disent qu'ils sont un peu désemparés. Tout à l'heure, j'étais avec le reporter qui a fait ce grand reportage, là, Maïmouna Traoré. Elle disait que pour certains parents, ils disent que quand tu es malade, tu sais où aller, tu as un centre de santé et tout. Mais quand tu te retrouves avec un enfant qui prend des stupéfiants, immédiatement, tu ne sais pas vers qui te tourner, que faire? Ce que je peux dire déjà, c'est qu'il y a un organe national qui lutte contre la drogue. Le comité national. Le comité national de lutte contre la drogue, qui est un service administratif. Donc, ce n'est pas de la répression que nous faisons, même s'il y a des agents de force de l'ordre qui s'y trouvent également, il y a des civils également. Donc, eux, ils seront orientés. Et aussi, de 2018 à 2019, il y a eu une formation pour les agents de santé en prise en charge des usagers de drogue. Donc, eux également, ils peuvent recevoir dans les CHR, ils peuvent recevoir ces personnes qui sont en difficulté dans le cadre de la consommation de la drogue. Monsieur Ouedraogo, est-ce que ce qui fait que certaines victimes, appelons-les ainsi, et puis certains parents se renferment, ce n'est pas parce que déjà quand tu as un enfant qui consomme de la drogue, l'enfant est stigmatisé, la famille est stigmatisée, et en plus de ça, il y a la crainte de la répression. Oui, mais c'est beaucoup plus la méconnaissance du mécanisme de la toxicomanie. La méconnaissance. Là, il faut aller à la connaissance. Il faut se former. Il ne faut pas se leurrer. Tout parent qui veut protéger son enfant, on ne peut pas lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas. La plupart du temps, ils ne connaissent même pas ce que c'est. La formation est capitale. Et nous faisons ces formations. Pour ce qui est de la prise en charge, il faut se dire que la plupart du temps, on met l'accent sur l'accompagnement médical. La prise en charge médical. Là, il faut se dire... Vous, quand vous êtes en face d'un scolaire qui consomme de la drogue, quelle est votre démarche pour l'amener à quitter justement la démarche, il faut un accompagnement psycho-éducatif. Nous avons un pool d'experts à notre niveau, au niveau du cabinet Lumière, qui font un accompagnement psycho-éducatif. Psycho-éducatif, ça veut dire quoi? Il faut une demande. Qui a demandé le service? Très souvent, ça peut être les parents, ça peut être quoi? Ça peut être l'enfant lui-même, ça peut être un oncle, mais très souvent, c'est la maman. La mère qui demande, je suis obligé de le signaler, les papas, nous avons démissionné. Il faut un contrat tripartite. La personne chargée de l'accompagnement psycho-éducatif, l'enfant plus la famille, les membres de la famille. Donc c'est cela que nous aurons gagné dans la prise en charge. Si très souvent les gens se focalisent sur le médicament, il faut qu'on nous donne un médicament et puis l'enfant va arrêter la consommation. Ça n'existe pas. Je suis obligé de dire aux parents, ça n'existe pas, c'est un processus. D'accord. Alors, Monsieur Traoré, certains ont décrié le fait que au niveau de la législation, il y avait des sanctions prévues tant pour le dealer que pour le consommateur, alors que pour eux, le consommateur ne serait qu'une victime, en tout cas d'un système ou du dealer, si vous voulez. Est-ce que là, ce n'est pas un peu une limite de la législation? Une limite de la législation, je ne sais pas trop, mais je sais seulement que il faut des réformes, parce qu'il y a une toute autre vision faite de la lutte contre la drogue actuellement. Avant, la conception, c'était quoi? Un consommateur de drogue, que ce soit un trafiquant ou un consommateur de drogue, eh bien, ils sont tous vus comme des délinquants. Et même actuellement, dans notre législation, parce que le code pénal qui a été adopté en 2018, eh bien, réprime toujours la consommation de la drogue. Donc, c'est vu comme des délinquants.
Alors que de plus en plus, actuellement, on voudrait qu'on puisse voir les consommateurs de drogue comme des victimes, en fait, des malades en réalité. Qui ont besoin d'accompagnement. Voilà, qui ont besoin d'accompagnement pour s'en sortir. C'est des gens qu'il faut aider à revenir avec nous. Maintenant, ce que la loi prévoit, c'est que le tribunal n'est pas obligé, pour ce qui est des consommateurs-là, eh bien, de les déférer dans les maisons d'arrêt. On n'est pas obligé de les condamner à une prison. On peut les envoyer au traitement, par exemple, voilà. Mais on n'oblige pas, en fait, le tribunal. On dit qu'ils peuvent. Maintenant, c'est eux qui vont apprécier en fonction de la situation, en fonction de l'état, et pour pouvoir... Et en fonction de la raison pour laquelle aussi la substance a été prise. C'est ça. D'accord. Merci bien, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Boukari Traoré, commissaire principal de police du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue, et aussi avec M. Landry Ouedraogo. Il est consultant international en prévention de l'abus des drogues, directeur général du cabinet Lumière. Voilà, 52 sur la RTB, votre magazine de grands reportages se referme pour ce soir. Rendez-vous au mois prochain pour un autre numéro. Bonsoir.